comme Lucie l'a dit, je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, je vais débuter ma présentation par introduire mon projet dans le contexte de la crise socio-environnementale qui a en son cœur un peu le désengagement des citoyens et citoyennes vis-à-vis de l'environnement au niveau individuel et collectif. Donc, pourquoi il y a un désengagement? Selon l'éducation relative à l'environnement, c'est une déconnexion du réseau personnes, société, environnement qui causerait ce désengagement-là. Et c'est des relations qui ne sont pas innées, qui doivent être apprises. Donc, l'éducation relative à l'environnement vise à reconstruire ces liens-là, autant au niveau, en fait, pour tout le monde, donc autant au niveau des adultes que des enfants. Par contre, les futurs citoyens et citoyennes de demain, ils sont sur les bancs d'école. Donc, la façon la plus directe de les rejoindre, ce serait par une institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement. Toutefois, ce n'est pas aussi simple. Il y a plusieurs enjeux qui sont sur la route, entre autres dû au fait qu'il y a peu de dispositifs de RE en ce moment dans les programmes scolaires. Aussi, les enseignants n'ont pas nécessairement la formation pour faire de l'ERE, plusieurs enjeux au niveau des lieux, au niveau du temps, et aussi même des résistances politiques affichées à l'intégration de l'ERE en milieu scolaire. L'enseignement collégial ne fait pas exception à la règle. Il y a entre autres une étude en 2009 qui a été faite auprès de 400 professeurs collégiaux qui a démontré que moins que la moitié d'entre eux n'effectuaient pas d'activités à teneur environnementale, et pour les personnes qui en faisaient, c'était à 60% pour des raisons par motivation personnelle qu'ils faisaient. Et quand on leur posait la question « Qu'est-ce que vous auriez besoin pour faire plus d'activités de RE, pour consolider vos activités ?» Ils disaient que c'était des outils pédagogiques qu'ils avaient besoin. Donc on peut voir qu'il y a une certaine demande de RE ou une certaine problématique autant dans le milieu collégial. Et dans le cadre de la recherche, on s'intéresse particulièrement au programme de sciences, et au cégep, il y a le programme préuniversitaire de sciences et nature dans lequel on peut voir différentes matières comme la chimie, la physique, la biologie et les maths. Dans une étude pré-enquête qu'on a faite pour ma recherche, on a été interviewé un professeur du collège, du cégep de Saint-Hyacinthe, qui a un peu confirmé cette idée-là que les professeurs de sciences faisaient de l'ERE par motivation personnelle. Dans son réseau, c'était surtout ça qui se passait, mais aussi que, selon lui, l'ERE devait se transmettre par une façon plus rationnelle, vraiment objective, que lui n'était pas à l'aise d'intégrer des valeurs dans son enseignement, même si c'était des valeurs qu'il partageait. Donc, on fait face ici à une problématique de l'intégration de l'ERE dans l'enseignement des sciences, puisqu'il y a une divergence épistémologique fondamentale entre les deux champs d'éducation. D'une part, parce que l'enseignement des sciences se fait surtout par silo disciplinaire. Donc, on aborde la chimie, la physique, la biologie et les maths vraiment par silo, tandis que l'ERE se fait de façon beaucoup plus interdisciplinaire. Donc, il y a une première barrière. Ensuite, la science se transmet beaucoup par une épistémologie positiviste, donc le détachement du sujet à l'objet, tandis que l'ERE, c'est beaucoup plus l'engagement qui est priorisé. Il y a aussi des valeurs de compétitivité qui sont présentes malgré tout, tandis que l'ERE, c'est beaucoup plus de la solidarité et de l'engagement qui est promu. Donc ici, on a une deuxième barrière. Donc, comment faire de la science engagée? C'est un peu la question que je me suis posée, et ça transparaît dans mon objectif puisque je vise à développer un programme de stage interdisciplinaire qui porte sur les enjeux environnementaux et qui veut s'intégrer dans le cursus collégial de sciences et la nature. En 4 étapes. Donc, premièrement, caractériser la situation initiale pour ensuite réaliser un programme basé en montant des objectifs d'apprentissage, des approches, des stratégies et une démarche. Pour ensuite valider le programme en contexte, donc de vérifier la pertinence contextuelle, l'intérêt soulevé par les étudiants et étudiantes et les professeurs, l'atteinte des objectifs d'apprentissage, les avantages, limites et enjeux d'un tel programme. Et ensuite, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est de proposer des ajustements et des recommandations à la suite de cette validation-là. Donc, c'est un projet assez exigeant qui se base sur un cadre théorique très riche, entre autres dans le cadre théorique de l'éducation relative à l'environnement. On va surtout se situer dans le courant naturaliste et critique sociale de l'ERE, donc naturaliste, parce que vous allez le voir plus tard, le programme se déroule dans les parcs nature de la Ville de Montréal, donc nécessairement il y a un environnement nature qui se transmet par le programme, mais on va insérer aussi un courant de critique sociale, donc c'est pas seulement la nature, c'est aussi toute la critique qui est autour de ça, tous les enjeux environnementaux, donc c'est ça qu'on va aborder. Et ce qui est intéressant, c'est l'intersection de trois champs d'éducation, donc l'éducation citoyenne, l'éducation et l'éducation scientifique aussi.
qui fait émerger d'autres champs d'éducation tout aussi intéressants, qui est l'éducation éco-citoyenne, auquel on va s'intéresser, l'éducation aux sciences citoyennes et l'interaction sciences-société-environnement. Ces trois sphères-là que je vais aborder un peu plus précisément. Donc, qu'est-ce que l'éducation éco-citoyenne? C'est basé principalement sur trois types de conséquences que Lucie Sauvé a développées. C'est des compétences politiques, critiques et éthiques, donc des compétences politiques, apprendre à débattre, apprendre à émettre un avis, des compétences critiques, apprendre à poser des questions, à analyser une situation, et des compétences éthiques, apprendre à développer un système de valeurs. Tout ça pour permettre à de futurs citoyens et citoyennes critiques et engagés d'émerger. On va aussi se baser sur une éducation aux sciences citoyennes. Donc, d'utiliser la science, oui, pour apprendre le contenu scientifique, mais aussi la science comme outil politique pour apprendre à décoder et participer au débat public par rapport à différents enjeux environnementaux. Donc, la science un peu comme outil, et aussi voir la science dans son contexte, donc voir les interactions science, société, environnement, qui a été beaucoup développée au niveau des questions socialement vives par La Rochelle et des hôtels, donc d'aborder des sujets controversés comme par exemple l'alimentation, l'ajout de pesticides, les vaccins, les changements climatiques, tous des sujets qui sont assez difficiles à aborder en classe dû au fait que ça nécessite nécessairement un positionnement politique et de partager ses valeurs avec ses élèves. Et ça nécessite aussi une interdisciplinarité, un croisement des expertises qui, selon ces auteurs-là, permet aussi de développer un plus grand intérêt pour la matière scientifique dû au fait que c'est abordé en contexte, donc beaucoup plus concret. Donc, c'est à partir de ce cadre théorique-là qu'on a développé une méthodologie basée sur une recherche-développement qu'on a vu plus tôt. Donc, le diagnostic de la situation initiale a été fait par une recherche documentaire et des questionnaires auprès des étudiants et étudiantes pour voir un peu c'est quoi leur profil à la base. Pour ensuite réaliser le programme avec des ateliers de travail collaboratif, comme on va voir plus tard avec les collaboratrices du projet. Pour ensuite valider le stage au niveau de mon observation participante, d'un deuxième questionnaire qu'on a fait auprès des étudiants et étudiantes, de groupes de discussion aussi qu'on a entretenu avec des étudiants et étudiantes après le stage et d'entrevues avec des collaboratrices pour finalement faire des recommandations basées aussi sur ces questionnaires, groupes de discussion et entrevues. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une recherche collaborative qui se fait en collaboration avec le GEP et le Collège Bois-de-Boulogne. Le GEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, qui est un groupe qui fait de l'éducation relative à l'environnement à Montréal, entre autres, et particulièrement dans les parcs naturels de la ville de Montréal, donc qui vise à reconnecter la population montréalaise avec nos espaces nature. Et aussi Collège Bois-de-Boulogne, qui a été approché en début de projet, en même temps que cet autre cégep public de la ville de Montréal. Mais ça a été les premiers à répondre favorable, donc on a intégré le programme dans ce cégep-là, plus particulièrement dans le cours de biologie 1, puisque c'était une professeure de biologie qui était intéressée à l'intégrer dans son cours. Le cours de biologie 1, c'est le cours NYA, qui est Évolution et diversité du vivant, qui aborde un peu tous les processus évolutifs, toute la diversité du vivant, de la bactérie, jusqu'aux mammifères, le fonctionnement de la cellule, la microscopie, et aussi l'écologie. Et c'est là-dedans qu'on voyait un lien logique pour insérer le stage. Et c'est un cours qui se fait avec une pondération 3-2-3. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pondération avec 3 heures de cours magistral en classe qui se déroule avec une présentation magistrale, avec un PowerPoint et tout, avec 2 heures de cours en laboratoire où les étudiants et étudiantes sont un peu comme sur la photo. Par contre, c'est un cours de chimie, mais qui vont identifier des organismes dans le formol ou qui sont naturalisés. Donc, il n'y a pas de cours à l'extérieur qui est prévu habituellement dans le programme. Et les évaluations, surtout des évaluations théoriques, beaucoup de par cœur, et des évaluations en laboratoire par station où les élèves ont à identifier des organismes qui sont justement formulés ou naturalisés. Donc, c'est de ça qu'a l'air le programme à la base. Et de quoi ont l'air les étudiants et étudiantes. Dans les questionnaires qu'on leur a donnés, on voulait savoir un peu leur niveau de préoccupation environnementale. À 71%, ils sont soit préoccupés ou très préoccupés par les problématiques environnementales actuelles. Et par quoi?
on leur a demandé qu'est-ce qu'à Montréal que vous trouvez le plus préoccupant au niveau environnemental. Ils ont mentionné la pollution atmosphérique causée par les voitures à essence et aussi la pollution aquatique causée par les déversements d'eau usée. Puis ça s'est passé juste après justement qu'il y a eu le déversement, donc on voit un lien logique dans tout ça. Ils écoutent les nouvelles. Et il y a aussi, on leur a demandé c'est quoi votre intérêt à participer au stage. Le plus grand intérêt était pour l'expérience de terrain, suivi de très près par le fait de finir la session plus tôt parce que le programme se passe avant la session et leur crédite 5 semaines de cours à la fin du stage. Donc ça leur allège la session pour la fin, donc ça a été une motivation aussi. Apprendre de façon dynamique et enrichir leurs connaissances au niveau environnemental, ce qui n'est pas nécessairement abordé durant le cours normal. Et au niveau de leur engagement environnemental, on leur a demandé est-ce que vous avez des actions que vous avez qui démontrent un certain engagement par rapport à l'environnement. 17% d'entre eux disaient que non, et à 55%, c'était soit axé sur des gestes individuels comme le recyclage, le compost, l'alimentation et les déplacements. Donc c'était un peu le profil type de nos étudiants et étudiantes, et c'est à partir de ce diagnostic-là qu'on a développé des objectifs d'apprentissage qui sont de, premièrement, acquérir et de s'approprier des savoirs relatifs à l'analyse de problématiques environnementales, et aussi de développer un savoir agir et un pouvoir agir vis-à-vis de ces problématiques-là. Donc, ce n'est pas seulement développer un savoir théorique, mais c'est aussi un savoir pratique qu'on voulait leur transmettre. Et ça, c'est les objectifs qu'on a rajoutés à la formation. Il y avait des objectifs déjà présents dans la formation qu'on a intégrés dans le stage aussi, qui sont d'apprendre à analyser l'organisation du vivant, son fonctionnement et sa diversité. Donc, on va voir les bactéries jusqu'aux mammifères dans le programme, et de développer des compétences relatives à la démarche scientifique. Donc, tout ça qui était déjà présent, plus les objectifs qu'on rajoute. Donc, où s'est déroulé le stage? Dans le parc nature du Bois de Liesse, qui se trouve juste ici sur l'île de Montréal. C'était un programme de 5 jours qui, comme j'ai dit, créditait 5 semaines du cours NYA. Et il s'est déroulé en août dernier avec 50 étudiants du Collège Bois de Boulogne. Et donc, on a fait 2 fois le programme, 2 fois 2 groupes, donc 2 groupes de 25. On a utilisé une approche par problème, entre autres, puisque l'ensemble du stage était basé sur une problématique environnementale. On a choisi la problématique du pipeline d'énergie Est pour relier chacune de nos activités à une problématique pour que ce soit plus concret. Et le stage se terminait par un débat sur le projet énergie Est. Ensuite, on a aussi utilisé une approche interdisciplinaire. Donc, il y a plusieurs intervenants qui sont venus discuter de différentes disciplines entourant la problématique. Ici, on a 2 communicatrices de Parc Canada qui sont venues parler de communication scientifique dans le cadre d'enjeux environnementaux. On a aussi des gens du CQDE, du Centre québécois du droit de l'environnement, qui sont venus parler de l'aspect plus législatif de la problématique. On a aussi eu des présentations du CRAPO, donc en agriculture urbaine. Donc, on a eu vraiment différentes disciplines qui sont venues s'intégrer dans le stage. Aussi une approche expérientielle. Donc, on voulait mettre les étudiants en contact direct avec des situations concrètes. Je pense que la photo parle d'elle-même. On a un étudiant qui s'est carrément plongé à l'eau pour tirer le filet pour faire un coup de seine, pour pêcher des poissons. Donc, c'est vraiment ce genre d'expérience qu'on voulait faire vivre aux étudiants et étudiantes pour que ce soit plus concret. Et les stratégies qu'on a utilisées, donc là, vous voyez un horaire type vers l'horaire du stage qui débute par un atelier d'introduction où on présente la problématique. Et les journées suivent un peu l'évolution du vivant. Donc, on commence avec cours magistral sur les bactéries et on va terminer par les vertébrés. On a eu une entente avec la professeure que, surtout en avant-midi, c'était les cours plus magistraux théoriques et en après-midi, les cours plus pratiques. Donc, on commence en après-midi avec échantillonnage de bactéries, de protistes, où on va chercher des échantillons sur le terrain. Le mardi, on va faire en après-midi des rallyes végétaux, ateliers sur les champignons, échantillonnage de végétaux. Le mercredi a été un compromis puisqu'il y a un laboratoire qu'on ne pouvait pas transférer sur le terrain. Et la professeure tenait à ce qu'il reste au cégep, donc on a fait l'ensemble de la journée du mercredi au collège. La journée du jeudi, on a eu un compromis le mercredi tout au cégep, mais le jeudi devait être l'ensemble de la journée toute sur le terrain. Donc, on a pu faire l'échantillonnage toute la journée et terminer ça par un cours d'écologie et un atelier sur les sciences de l'environnement. Et le jour 5, c'était la journée du débat, où avant, on a eu un atelier sur la communication scientifique, cours sur les changements climatiques, et en après-midi, un mini-colloque sur l'engagement environnemental.
Donc, c'est ce qui avait l'air l'horaire. Mais vous y attendez sûrement, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé nécessairement. Il y a eu beaucoup de débordements, c'est un horaire très serré qui, comme on va le voir plus tard, n'était pas nécessairement adapté à la situation terrain. Donc, ça n'a pas eu l'air de ça dans la réalité. Donc, les enjeux. Je les ai analysés, séparés en 3 grands groupes qui sont les enjeux pédagogiques, du cadre institutionnel et organisationnel. Donc, pédagogique, bien sûr, un enjeu au niveau des éducations questions vives, un enjeu au niveau des valeurs de compétitivité et de performance qui étaient présents dans le programme, enjeu du cadre institutionnel, enjeu d'autorisation et de temps, organisationnel lié au lieu, à l'argent, à la collaboration. Je ne vais pas aborder l'ensemble de ces enjeux-là, mais je vais en aborder un peu plus précisément certains d'entre eux. Entre autres, éducation questions vives. Donc, on n'abordait pas seulement des formules scientifiques, des choses qui sont faciles à transmettre, comme j'ai dit tantôt. C'était un projet, le projet EnerGS, c'était un projet qui nécessitait un positionnement politique et qui demandait une certaine connaissance aussi du projet. En début de stage, il y avait seulement 2 étudiantes qui savaient c'était quoi le projet EnerGS, donc déjà, premier enjeu. La grande majorité des gens ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Donc, en une semaine, ils devaient s'informer pour apprendre, pour être capable d'en débattre le vendredi. Et donc, c'était aussi il y a eu une certaine problématique au niveau d'être capable de se positionner et de débattre politiquement. En début de stage, il y avait un certain malaise envers les étudiants, qui ne s'attendaient peut-être pas à ça, à devoir aller plus loin que la biologie. Donc, à ce niveau-là, ça demandait un effort d'information puis de se dégainer un peu à être capable de se positionner politiquement. Mais en fin de stage, ça a été vraiment merveilleux. On a eu droit à un débat enflammé concernant l'enjeu du projet EnerGS, donc ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai été vraiment contente de toute cette évolution-là qu'ils ont pu faire durant le stage. Et il y avait aussi un enjeu au niveau des professeurs, puisque on devait être, nous aussi, à l'aise avec le projet EnerGS. Donc, on devait s'informer du projet si on ne l'était pas, puisqu'on allait devoir les évaluer durant le débat, puisque le débat était un élément d'évaluation qu'on a rajouté dans le cours. Et là-dessus, il y avait un enjeu aussi parce que les étudiants et étudiantes étaient anxieux s'ils ne défendaient pas une position qui était similaire à celle du professeur, est-ce qu'ils allaient perdre des points? Est-ce qu'il allait être désavantagé? Donc, on a eu beaucoup de questions. C'est quoi votre opinion à vous au niveau du projet EnerGS? Puis là, on a dû les rassurer, leur dire c'est pas la position qui compte nécessairement dans ce débat-là, ça va être comment vous allez la défendre, quelles compétences vous allez montrer que vous êtes capable d'entretenir au niveau du débat. Est-ce que vous êtes capable d'identifier c'est quoi les enjeux et comment vous allez les formuler? Donc, c'était vraiment ça qui allait être évalué. C'était un peu de les rassurer par rapport à ça. Aussi, enjeu du cadre institutionnel. Donc, on était dans un programme que le cégep ne voulait pas modifier au niveau du temps. Donc, on avait le même nombre d'heures que les étudiants auraient fait s'il n'y aurait pas eu le stage. Mais il fallait garder toute la matière, il fallait en rajouter. Donc là, on était dans un cadre très rigide dans lequel on voulait rajouter des choses, mais qu'on ne pouvait pas nécessairement élargir. Donc, ça a nécessité beaucoup de compromis, puisque on n'avait pas droit à plus d'heures, mais être dehors, c'est pas la même chose que se déplacer d'une classe à l'autre où tout est déjà placé, tu as juste à venir identifier tout. Là, il fallait aller dans la forêt, il fallait se déplacer d'un endroit à l'autre et le temps de déplacement n'était pas compté dans l'horaire. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a beaucoup débordé et que l'horaire que je vous ai présenté n'a pas nécessairement été très respecté. Et aussi, donc, on a rajouté de l'information dans le stage. Donc, il fallait un peu convaincre la professeure de ne pas respecter la pondération 3-2-3, qui était 3 heures de théorie pour 2 heures de pratique, et de peut-être adapter 1 heure de théorie à la pratique pour pouvoir passer plus de temps à l'extérieur, ce qui était un peu le but du stage, de ne pas rester tout le long à l'intérieur du chalet pour faire un cours PowerPoint. Donc, il y a eu quand même beaucoup de compromis avec ça, mais on a eu quand même beaucoup de gains à ce niveau-là. On a réussi à extensionner un peu le cadre pour avoir plus de terrain. Il n'y a pas eu seulement des enjeux, il y a eu beaucoup d'avantages par rapport au stage, que j'ai séparé aussi en 3 sphères, puisqu'ils s'interagissaient beaucoup entre elles. Donc, la sphère pédagogique, psychosociale et organisationnelle. Donc, des avantages pédagogiques, il y a eu beaucoup de facilité d'apprentissage que les étudiants et étudiantes ont pu avoir grâce au stage. Ça a aussi développé un plus grand intérêt pour la biologie.
Il y a l'avantage de l'expérience nature, psychosociale, ouverture sur le monde. Et au niveau organisationnel, il y a eu beaucoup d'avantages au niveau de la collaboration, c'était très riche, puisqu'on avait beaucoup d'intervenants qui venaient, le fait que GAEP puisse interagir avec le cégep, donc de ce côté-là, il y a eu beaucoup d'avantages. Et on a développé du nouveau matériel, des stratégies pédagogiques nouvelles, ce qui était un gros plus, puisque ces stratégies-là n'existaient pas au niveau de GAEP ni au niveau du cégep. Donc, il y a eu un gros gain. Je vais aller un peu plus précisément sur certains éléments, comme la facilité d'apprentissage, le fait que le stage soit très concret, qu'on ait une grande diversité de stratégies pédagogiques, que ce soit au niveau du terrain, un rallye, une présentation, ça permet d'aller chercher différents types d'intelligence, donc de un peu plus faciliter les apprentissages. Et j'avais entre autres mis une citation qui démontre bien cet aspect-là. Une étudiante qui a dit « Je trouve que ça nous a vraiment aidé académiquement. Les activités que nous avons faites et la façon dont nous les avons faites, ça donnait envie d'écouter. C'est un mélange de plaisir et d'éducation et je trouve que les deux ensemble, ça a bien fonctionné. » Donc le fait que le stage soit beaucoup plus accessible pour les étudiants et étudiantes, qui soient vraiment qui étaient impliqués directement dans leurs apprentissages, que c'est eux qui pouvaient tirer la scène, qui pouvaient aller identifier les organismes dans le marais. Donc ça a vraiment réussi à aller chercher leur intérêt beaucoup plus directement, dû au fait que c'était vraiment plus concret comme apprentissage. Et aussi des étudiants et étudiantes qui sont venus à la base avec pas nécessairement un grand intérêt pour la biologie, puisqu'ils voulaient seulement finir la session un peu plus tôt. Ça leur a permis, pour plusieurs, de développer un plus grand intérêt, puisqu'ils ont dit « Ah, ben la biologie, c'est pas juste du par cœur, ça peut être appliqué à plein de choses dans la société, au droit, à l'agriculture, à tout plein de choses. » Donc ça a pu développer plusieurs intérêts. Ensuite, avantage de l'expérience nature. Donc, c'était un stage qui se passait dans la forêt, dans la rivière, dans le ruisseau. C'était pas en classe. Et ça a permis de faire découvrir des nouveaux milieux à des étudiants et étudiantes qui vivent à Montréal, mais qui ne connaissaient même pas les parcs nature de la ville de Montréal. Donc, même de juste découvrir la biodiversité de la ville, ça a été une belle découverte pour plusieurs. Entre autres, une étudiante qui avait écrit dans son questionnaire « Le stage nous a permis d'être beaucoup plus sensibilisés à la protection de la nature. C'est plus concret, c'est quelque chose qu'on peut voir. Nous avons pu observer des espèces qui se trouvent autour de nous plutôt que des organismes qui viennent d'ailleurs. Le fait de savoir qu'il y a une biodiversité aussi grande au Québec, c'est génial. Moi, je pensais qu'il y avait seulement des écureuils. » Donc, sur cette note un peu humoristique, qui dénote une fibre de vérité quand même, puisque c'est des jeunes qui vivent à Montréal, qui sont plus en contact avec la faune urbaine, donc majoritairement des pigeons et des écureuils, qui sont surpris de voir qu'en périphérie de la ville, on peut avoir une aussi grande biodiversité dû au fait qu'on a conservé des espaces protégés sur l'île de Montréal. Ça a été un gros plus et c'était un objectif qui n'était pas prévu à la base de pallier un déficit nature, mais ça a été une belle surprise de voir qu'on a pu le faire avec des étudiants et étudiantes de Montréal. Ensuite, un autre avantage, ouverture sur le monde. C'était pour plusieurs une ouverture sur leur éco-citoyenneté, puisqu'il y en a qui ne sont pas nécessairement beaucoup posé de questions sur leur responsabilité au niveau environnemental et citoyenne. Et il y en a beaucoup qui ont écrit dans leur questionnaire et qui ont mentionné dans les groupes de discussion qu'ils étaient fiers de pouvoir dire qu'ils sont des meilleurs citoyens et citoyennes maintenant puisqu'ils sont informés sur un sujet, qui ont été chercher de l'information, qui comprennent les enjeux maintenant autour du projet EnerGIS. Ils se sentent un peu plus complets qu'ils m'ont dit. Et là-dessus, c'est un gros avantage selon moi. Puis c'est ça qu'ils mentionnent, c'est qu'au début du stage, il y avait seulement 2 personnes qui savaient ce qui était le projet EnerGIS. Maintenant, après le débat, on est rendu plus sensibilisés. D'une certaine manière, on est rendu des citoyens un peu plus conscients et engagés. Et ça, je pense que c'est un gros plus. Et c'était aussi un des objectifs qu'on s'est donné dans le stage, de pouvoir leur faire développer un savoir-agir au niveau environnemental qui implique un savoir-être, un savoir-faire et un savoir plus théorique. Donc, ça, c'est l'atteinte des objectifs. C'est des résultats que je n'ai pas encore super bien
construit, mais je vous donne un peu des bribes que j'ai pris à gauche et à droite dans mes résultats. Donc, les étudiantes ont pu développer un savoir théorique relatif à l'analyse des problématiques environnementales puisqu'on a abordé les changements climatiques, la perte de biodiversité et le projet Énergie-Est. Donc là-dessus, on a vraiment pu aborder une belle diversité de problématiques environnementales au niveau théorique. Au niveau du savoir-faire, ils ont aussi pu développer plusieurs outils à ce niveau-là, puisqu'ils ont appris à écrire un mémoire, puisqu'en fin de stage, la deuxième évaluation qu'on a intégrée, c'était d'écrire un mémoire sur le projet Énergie-Est à partir des données qu'ils ont récoltées dans le stage. Donc, on a été échantillonnés un peu partout la biodiversité du parc pour pouvoir leur donner un argument supplémentaire pour l'intégrer dans le mémoire. Et ils devaient aussi se positionner politiquement sur le projet. Donc, ça leur a donné des outils pour savoir comment construire un mémoire quand le BAP ouvre un espace pour le faire. Aussi, savoir-faire au niveau du débat, donc apprendre à construire des arguments, à échanger avec d'autres personnes, c'est un gros plus, que c'est pas tout le monde qui était habitué de le faire en début de stage. Savoir analyser une situation, et aussi, ils ont réussi à acquérir des outils législatifs, puisque le Centre québécois de droit de l'environnement était justement venu nous parler des outils disponibles pour les citoyens et citoyennes qui veulent aller un peu à l'encontre d'un projet comme Énergie-Est s'ils ne sont pas d'accord. Et aussi, apprendre à aller chercher de l'information. Il y a des étudiantes qui ont appelé directement des organismes pour avoir plus d'informations sur le projet. Donc, on a vu une belle évolution à ce niveau-là. Et au niveau du savoir-être, il y en a qui ont développé un certain positionnement politique et une identité environnementale grâce au stage. Je m'explique. Il y a eu, selon moi, une des plus belles activités que j'ai vécues dans le stage, c'est une activité qu'on a faite sur les préoccupations environnementales. Et je leur listais une liste de préoccupations et je leur disais laquelle qui selon vous est la plus préoccupante. Et là-dedans, il y avait les changements climatiques, la perte de biodiversité, il y avait le désengagement des citoyens et citoyennes vis-à-vis de l'environnement, la corruption du gouvernement. Donc, il y avait des causes et des conséquences. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils ont réussi à analyser la situation et d'aller tout de suite se positionner dans les causes de certaines préoccupations environnementales, puisqu'ils ont débattu pendant 30 minutes sur qui avait le plus de pouvoir entre le gouvernement et les citoyens et citoyennes. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, puisqu'ils amenaient aussi un bagage politique de leur pays, puisqu'il y avait une grande diversité de personnes qui n'étaient pas originaires du Québec, plus du Maghreb, et qui amenaient beaucoup d'arguments au niveau du printemps arabe, que le gouvernement était très corrompu et que le pouvoir était entre les mains des citoyens et citoyennes. Donc, il y a eu, je trouve, un beau positionnement politique à ce niveau-là. Et une certaine identité qui s'est créée entre eux, puisque même après l'activité, ils continuent à débattre et à argumenter un peu sur ces questions-là. Et bien sûr, une plus grande conscientisation qui s'est développée au niveau des enjeux environnementaux. Et au niveau du pouvoir agir, c'est quelque chose qui était un peu plus controversé dans mes résultats. Quand je leur ai demandé, pensez-vous que les citoyens et citoyennes ont le pouvoir agir dans le cas des problématiques environnementaux, à l'unanimité, ils m'ont répondu oui. Mais dans les discussions qu'on a eues, dans les groupes de discussion, c'était un peu moins clair. En fait, il y en a beaucoup qui trouvaient qu'il manquait de ressources, d'outils pour agir. Aussi que c'était un changement qui devait se faire au niveau collectif, donc au niveau individuel, juste avec les 20 personnes qu'on était dans le groupe, on ne pouvait pas faire un gros changement. Donc à ce niveau-là, c'était un peu plus pessimiste. Et aussi au niveau qui manque de temps pour s'impliquer au niveau environnemental. Donc le pouvoir agir était pas nécessairement clair. Justement, je vais conclure sur une retombée du projet dont je suis très fière, qui est de transmettre des outils pédagogiques en éducation relative à l'environnement des professeurs collégiaux, en collaboration avec le GAP, qui, pour une deuxième année, a décidé de réoffrir le stage. Et il y a 2 nouveaux cégeps qui se sont dit intéressés à vouloir intégrer le stage dans leur programme de sciences de la nature, qui n'est pas nécessairement le cours de biologie. Il y en a que c'est dans le projet intégrateur de sciences de la nature qui ont voulu l'intégrer, un autre dans un nouveau cours qui ont voulu monter en environnement et qui ont voulu intégrer le stage pour la partie environnementale. Donc, je pense que c'est une belle retombée que ce projet-là a.
Et j'aimerais, avant de terminer, faire un gros remerciement à tous les groupes sans qui le projet n'aurait pas pu être possible, entre autres le GAEP. Merci à Gabrielle et Mélissa qui sont ici présentes, qui ont cru au projet et qui ont embarqué tout de suite. Aussi, Elisabeth Boyer, la professeure du Cégep de Boulogne, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui, elle aussi, s'est jetée dans le projet avec une motivation assez grande, puisqu'elle a fait beaucoup de bénévolat pour ce projet-là, beaucoup d'heures non payées par le Cégep, mais était vraiment accroyée au projet, elle voulait faire de l'ERE. Et aussi au Centraire, merci de m'avoir invité, merci à Lucie Sauvé de m'accompagner dans ce projet, et à tous les intervenants et intervenantes qui sont venus présenter durant le stage. Donc, je vous remercie de votre attention.